Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonjour à tous, bonsoir à vous tous. Bienvenue sur l'émission Transcendance. Donc c'est Céline Joyce, vous me reconnaissez. On est maintenant à la 17e émission. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui mardi soir et nous avons 1 heure d'émission ensemble. Comme vous pouvez le constater, donc j'ai mon invité ce soir, Didier Reynac. Donc Didier Reynac qui est là parmi nous ce soir pour nous parler justement d'un sujet donc plus basé sur l'entreprise, le côté corporate, les mentalités actuelles. Il fait partie également de la transition planétaire, du changement, de la mise en place de nouveaux codes dans ce nouveau monde. Et donc, on reviendra, bien sûr, je vais poser des questions à Didier qui se présentera également, qui a un parcours très, très riche. Il est également conférencier, écrivain, enfin voilà, il est auteur de que je ne dise pas de bêtises, Didier, du Nouveau Monde. Être leader dans un monde nouveau. Voilà, être leader dans un monde nouveau. Voilà, je l'ai écrit nulle part, donc voilà, je ne vais pas dire de bêtises. Donc voilà, parfait. Donc, comme d'habitude, je reviens sur un petit peu l'énergie de la semaine, la tendance, ce qui se passe un petit peu pour vous comme pour nous, qui sommes là ce soir ensemble. Alors, rapidement, au niveau des énergies, moi personnellement, j'ai fait 1 mois à Paris en retour de vacances, Didier, et j'étais déjà très fatiguée. Je comprends. L'énergie était dense, l'énergie était assez lourde, on va dire. Donc, ce qui fait que j'ai pris un petit peu, on va dire, la fuite puisque je suis retournée en direct, je suis retournée en Espagne. Voilà, donc aujourd'hui, je vous parle donc de Castelldefels, près de Barcelone, où il fait encore très bon, très chaud. On mange toujours aussi bien du bon poisson et voilà, en connexion également très près de la mer également pour la vibration, et ça fait vraiment, vraiment du bien pour attaquer un mois d'octobre avec plein de projets, puisque comme vous le savez déjà, je serai sur Montpellier donc à partir de ce jeudi 6 jusqu'au lundi 10, et après donc je serai sur Toulouse pour une émission pilote avec Amira dans une superbe villa où nous attendons 4, 5, 6 personnes, voilà, pour faire des lectures d'âme et la transformation en direct, et puis des lectures d'âme et bien évidemment le spectacle les magiciennes d'Oz le dimanche 16 octobre, voilà, à Toulouse à 16h. Donc, aujourd'hui, j'ai un invité, comme je vous ai dit, Didier Reynac. Alors, Didier, en quelques mots, comment tu pourrais te présenter, te définir Alors, en quelques mots, je fais partie des enfants peut-être indigos qui sont arrivés très tôt sur Terre. Je suis un HPI qui, effectivement, a emmerdé sa famille de très bonne heure parce que je ne comprenais pas le monde de la même façon qu'eux, et donc eux ne me comprenaient pas. HPI, pour les gens qui nous suivent et qui ne savent pas, qu'est-ce que tu entends par là? C'est ce qu'on appelle des hauts potentiels intellectuels, ce que les Québécois appellent la douance, ou ce qu'on a appelé à une époque les enfants surdoués, ce qui est une erreur fondamentale, parce que du coup, on case les enfants surdoués en disant donc tu es capable puisque tu es surdoué, alors qu'en fait, les HPI, la douance ou les enfants surdoués sont peut-être très, très, très
j'allais dire, développés dans certains domaines, mais ils ont de grandes faiblesses dans d'autres. Et très souvent, ils ne voient pas le monde et ils ne comprennent pas, ils n'interprètent pas les choses de la même façon. Voilà. Donc, et puis donc, j'ai eu un parcours scolaire complètement chaotique, évidemment, parce qu'on me disait intelligent comme t'es, tu devrais réussir. Et comment? Non, je dis sans pression aucune, tu sais. Donc, résultat. Excuse-moi, il y a un décalage. Ah, ok. Ça va se remettre, je pense. Ok. Et donc, voilà, après, donc en fait, la vie que je voyais, les choses que je pensais commencent à se réaliser maintenant. Il fallait juste que j'attende 45, 50 ans. Peut-être que j'étais là pour travailler. Peut-être que j'étais là pour travailler ma patience. Voilà, ça c'était pour le départ. Après, bon, en fait, j'ai fait des études en architecture d'intérieur. Puis ensuite, j'ai appris le marketing, j'ai appris la créativité marketing, et puis ensuite j'ai beaucoup travaillé en matière de psychologie avec des psychologues, de neurologie avec un de mes amis neurologues. J'ai découvert ensuite toutes les sciences qu'on dit molles. J'aime pas ce mot parce que c'est tellement péjoratif. Pourquoi des sciences molles? Alors, les sciences molles, c'est par opposition aux sciences dures, parce que les sciences dures sont les mathématiques, la physique, toutes ces choses. Comment on pourrait dire? Touche pas, quoi. Donc une science molle, c'est quoi? C'est aller plus en évolution. C'est parce qu'en fait, une science molle, elle n'est pas délimitée. C'est-à-dire que la psychologie, voire même la philosophie, voire maintenant tout ce qui se développe aussi au niveau des sciences de développement en matière de développement personnel, en fait, ça ne s'arrête pas parce que on récupère des choses de droite et de gauche et donc ça s'amplifie et ça s'enrichit sans arrêt. Donc voilà, bon, enfin bref, j'ai appris tout ça. Je me suis formé puisque chaque année je suis un certain nombre de formations. Et puis j'ai toujours été dans le même sens en pensant que le monde allait à sa perte s'il continuait comme ça. Donc comme on se rapproche de la perte, maintenant on commence à m'écouter. Puis comme j'ai passé des années à étudier, à rechercher et à trouver des modèles, me fait extrêmement mal. Et puis comme je fais partie de ces HPI un peu trop émotionnels, un peu trop sensibles, eh bien ça me fait extrêmement mal de voir le monde parcourir à sa perte. Et je pense qu'il y a effectivement des gens qui vont droit dans le mur. Alors certains d'entre eux pensent que ils y échapperont parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont de l'argent, etc. Mais en fait, je pense que ceux-là vont y aller plus vite que les autres. Et puis que peut-être que nous, on a peut-être de moins de moyens financiers, on n'a pas de pouvoir, on galère. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent galérer et qui nous regardent. Mais bon an, mal an, on mange tous les jours. Bon an, mal an, on a toujours des amis pour nous accueillir, pour nous aider, pour nous soutenir. Et on lâche pas. C'est-à-dire on continue d'y croire parce que ce nouveau monde est en train de se construire. Donc, il ne faut absolument pas perdre courage. C'est vrai que notre temps, notre rapport au temps fait qu'on aurait envie que ça se règle demain matin. Oui, oui, très certainement. Et c'est vrai que tout le monde, en fait, même les gens qui refusent d'avoir ce changement, le voient quand même, même s'ils n'ont pas envie de l'accepter. Attends, une seconde. Ok, oui, ce que je voulais dire, oui, effectivement, donc comme tu décris, aujourd'hui on est dans un monde, alors quand tu dis on va à sa perte, effectivement, on voit qu'on arrive au bout d'un système qui touche à ses fins, en tout cas pour la nature humaine et la manière dont on est comment dire, la manière dont on nous éduque, la société telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne. Je veux dire, aujourd'hui, les gens s'arrêtent au niveau du travail parce que le corps lâche tout simplement avec tout ce qui a été mis en place, aussi bien la façon dont on travaille dans les entreprises, ce dont on se nourrit également.
enfin, on n'est pas dans un système sain pour l'humain. Et je pense que justement, ce soir, je t'ai invité à cette émission, puisque Transcendance, donc c'est une émission qui va partager les bons conseils de la transformation. Et les bons conseils de la transformation, c'est justement les bons conseils de la transformation, c'est justement en fait comment allons-nous naviguer dans ce nouveau monde et comment nous construisons ce nouveau monde. Donc, tu fais partie, donc, un des acteurs que j'apprécie énormément pour ta personnalité, par rapport à tes expériences, tes valeurs et puis ta vision du futur et des concepts que tu mets en place actuellement. Justement, également dans les entreprises pour, justement, pour construire ce nouveau monde. Je pense que quelque chose qui est intéressant, c'est de ne pas forcément faire la guerre ou de se dire de faire la révolution parce que justement on voit que ce nouveau monde n'avance plus, mais c'est plutôt de se dire ok, on a compris qu'on est arrivé à une fin d'un système, donc créons quelque chose à côté. Et juste pour rebondir, et après je te relaisse la parole par rapport à ce que tu exprimais en ce qui concerne les personnes qui, elles, ont effectivement beaucoup de matériel, un pouvoir à travers l'argent. C'est peut-être des gens, effectivement, qui finalement vont plus galérer puisqu'ils vont avoir des difficultés pour s'adapter au monde nouveau puisque les codes et les repères sont différents. Oui, en fait, moi personnellement, dans mon approche, oui, je te rejoins, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire la révolution, il ne s'agit pas de les accuser. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, puis peut-être qu'ils ont envie de le garder. Tout à fait. Et ça ne me dérange, sur le fond, ça ne me dérange absolument pas. À partir du moment où ils ne font pas mourir des milliers de personnes et où ils ne s'appuient pas sur ces gens-là. Donc, mon idée, c'est de leur dire, vous voulez garder le pouvoir, vous voulez garder votre argent, pourquoi pas, mais on va vous aider à rentrer dans le nouveau monde sans dégâts et sans dégâts humains, sans casse humaine. Si le pouvoir, vraiment, c'est leur nourriture, si l'argent, vraiment, c'est vraiment ce qui compte pour eux, je veux dire qu'ils le gardent, mais qu'ils peuvent parfaitement le garder et même l'amplifier en enrichissant les autres. Ok, bon, alors on continue. On va y arriver. C'est les, comme on dit, les aléas du direct. C'est ok, ça va le faire. Alors j'ai oublié de dire qu'à droite de l'écran, vous avez un chat et vous pouvez bien évidemment nous poser vos questions en direct. Voilà. Donc, du coup, on revient à ce qu'on disait. On en était où, Didier? Est-ce que tu Alors oui, j'étais en train de dire que si certaines personnalités veulent absolument conserver le pouvoir et l'argent, moi personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Et peut-être même qu'ils peuvent en gagner plus si ça les intéresse, mais en faisant autrement. Parce que nous avons une richesse humaine qui est absolument extraordinaire. Il y a un niveau de créativité potentiel énorme et donc la possibilité de nourrir toute la planète et de vivre heureux sans pour autant s'entretuer les uns les autres. Voilà. Simplement, c'est un niveau de conscience qu'il faut atteindre. Et il faut sortir des vieux schémas et des vieux paradigmes. Ma grand-mère me disait toujours, quand l'économie allait mal, elle dit « Oh ben une bonne guerre et puis ça va repartir ». Alors je pense qu'on pourrait sortir de ces croyances et je dirais qu'une bonne paix, ce serait aussi pas mal. Donc pourquoi prendre, je veux dire, des milliards de personnes en otage? Parce que certains croient que il vaudrait mieux supprimer un bon milliard de personnes parce que la Terre épuise ses richesses et qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Or, en fait, c'est faux. On a beaucoup d'exemples. Je vais citer Pierre Rabhi ou Raphaël Collicci ou des tas de gens de ce monde qui nous démontrent par la permaculture, par les techniques agricoles toutes saines et qui existent depuis la nuit des temps, qu'on peut créer et produire de la nourriture. Par exemple, on sait que un
à l'heure actuelle, un agriculteur qui passerait en permaculture produirait 4 fois plus de victuailles pour 2 fois moins, pour un coût qu'il diviserait par 2, et en plus, ce serait bio. Et on se dit, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend d'après toi? Eh bien, je pense que malheureusement, si on regarde l'humanité, c'est que les gens ne commencent à réagir que quand il y a une catastrophe. Alors, ça, c'est vrai. Et quand il y a des idées nouvelles, au début, les idées nouvelles, elles sont rejetées. Ensuite, on dit, peut-être, pourquoi pas, c'est parce qu'on sent que la catastrophe arrive. Et ensuite, on nous dit, bah, c'est évident, on aurait pu y penser avant. Mais je le vois avec les travaux que j'ai faits. C'est-à-dire que quand certaines entreprises qui sont en train d'anticiper, parce qu'elles voient bien qu'il y a des choses qui bougent, tiens, je vais juste prendre un exemple. On va prendre simplement un truc très rationnel, la chaîne d'hôtels Hilton et Airbnb. Hilton a mis, je crois, à peu près 50 à 60 ans pour arriver à vendre 600 à 700 000 nuits d'hôtel par an. Et Airbnb, en 4 ans, vend 1 million de nuits d'hôtel par an. Oui. Et Accor, qui est une autre chaîne d'hôtels, reconnaît qu'elle a raté le virage du digital. Et ils sont aujourd'hui obligés d'investir 250 millions d'euros par an pour se remettre à niveau et changer leur modèle d'affaires. Alors, si ces groupes-là ont de l'argent, ils vont peut-être arriver à se redresser. Mais, de mon expérience, à l'intérieur des entreprises, il y a des tas d'employés, des tas de collaborateurs qui avaient compris bien avant le patron. Mais ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas reconnus, et en conséquence, les idées ne remontent pas. Il y a un étage dans les entreprises qui bloque en permanence, c'est le management. Je pense qu'il n'y a pas plus de 1% de managers qui est capable de dire à ses employés, j'ai besoin de votre aide, donnez-moi vos idées, il faut qu'on sauve l'entreprise, il faut qu'on réagisse par rapport au monde qui bouge. Comment, d'après vous, on pourrait faire? Et c'est toute cette mentalité qui est à remettre en question, parce qu'ils ont l'impression que quand ils demandent de l'aide, ils sont faibles. Ils ont l'impression que quand ils aident leurs employés, c'est pas leur boulot. Alors, en fait, j'aimerais revenir justement sur la définition du management, puisque tu sais que je suis partie, j'ai travaillé pendant 7 ans dans une entreprise américaine, justement, où on avait des outils, en fait, qui nous permettaient de manager les gens, de s'adapter à eux et de faire en sorte, justement, de créer une harmonie dans l'équipe, dans le groupe, où on faisait beaucoup de feedback. Et justement, pour moi, la qualité d'un manager, c'est celui qui sait justement s'adapter aux gens pour faire en sorte de les accompagner à atteindre leur potentiel. Et j'ai remarqué que ces techniques-là étaient très peu ou très mal utilisées dans beaucoup de sociétés en France, et ce n'était pas encore du tout la culture, enfin pas du tout, mais que c'est pas encore intégré en France en tout cas. En France, mais dans des tas d'autres pays, tu sais que j'ai la chance de travailler au Canada, en France, en Suisse, en Tunisie, au Maroc, en Belgique, au Luxembourg, etc. Donc, c'est pas intégré en Europe. D'une façon générale, c'est absolument pas intégré. Le manager a une étiquette de chef. Donc, il y a un effet systémique aussi, c'est-à-dire que l'employé dit « je peux pas aller dire à mon chef que ce qu'il fait, ça marche pas ». Cette notion de respect, de hiérarchie, je ne sais pas si c'est la royauté qui a fait ça, mais alors qu'en fait, chaque manager devrait tous les matins, ou au moins une fois par semaine, dire à ses employés, aidez-moi à atteindre les résultats, aidez-moi à développer l'entreprise. Et c'est vraiment d'inverser ce système.
Or, c'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre à manager son patron. Parce qu'ils n'ont pas ça en tête et très souvent, quand je les forme, ça dure 2 ou 3 jours, pour comprendre qu'il faut changer sa façon de faire, ça les bouleverse. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait même parfois 40 ans qu'ils sont dans des postes avec une certaine façon de faire. Puis aujourd'hui, cette façon, elle change. Elle change parce que les cerveaux sont configurés d'une façon différente, parce que le 2.0 fait qu'on capte énormément d'informations, parce que le digital remet en cause des pans entiers en matière de finance, en matière d'assurance, en matière de services d'une façon générale. Donc, tout est en train de se chambouler. Et les managers, j'étais cet après-midi avec une personne qui travaille dans la téléphonie mobile, et les ordres qui ont été donnés, c'est diviser les employés, monter-les les uns contre les autres et créer la compétition. Ça, c'était dans... Qui disait ça, excuse-moi? C'est un directeur d'une entreprise de téléphonie mobile. Alors, oui, effectivement, je peux rebondir sur ça parce que j'ai eu cette expérience-là dans une société, justement, je ne citerai pas le nom, où ça m'a... Pardon? Non plus. Ouais, mais c'était un petit peu justement le contraire, en fait, de la culture dans laquelle j'étais avant. Et dans cette société-là, c'était en fait un bocal à requins. Et on créait encore plus de conflits qu'il y en avait à la base dans l'équipe, quoi. Évidemment. Et c'est pour ça que pour moi, je ne pouvais pas faire partie du tout de ce système. Et ça m'avait complètement écœurée à l'époque, en fait, de vivre ça. Il y a énormément de gens dans les entreprises qui sont écœurés, qui sont démotivés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas inspirés, parce qu'ils ne partagent pas un projet viable. Dans la méthode que j'ai développée, je parle d'ambition altruiste. Pourquoi? Parce qu'on a tous le droit d'avoir des ambitions, sauf qu'aujourd'hui, si on veut réussir, eh bien, il faut intégrer l'autre. Non pas l'autre comme un ennemi, mais l'autre comme un partenaire, l'autre comme une ressource et une richesse complémentaire. Nous ne fonctionnons pas de la même façon les uns avec les autres. Nous avons tous des connexions cérébrales différentes, nous avons tous des convictions différentes, nous avons tous des émotions différentes. En conséquence, si on arrive à mettre tout ça en symbiose de façon intelligente, on a une richesse exponentielle fabuleuse. Et il y a très peu de patrons qui comprennent ça. Ils pensent qu'il faut encore monter les gens contre les autres, créer la guerre en interne, tuer des individus pour avoir du résultat. Alors justement, pour toi, pourquoi il garde ce type de croyance ou d'où cette croyance ressort en fait? Cette croyance en fait de devoir diviser, de devoir créer des conflits entre les gens. Et qu'est-ce qui fait selon toi qu'ils aient cette vision pour avancer? Je vais te faire une synthèse humoristique avant de te donner la vraie réponse. Je pense qu'en parlant des hommes, c'est parce qu'ils n'offrent pas assez souvent des fleurs à leurs femmes. Alors, c'est tout simplement une ouverture sur la biologie. C'est que s'ils regardaient comment les fleurs poussent, comment les fleurs s'épanouissent, comment la nature s'entraide les uns avec les autres, bien sûr qu'il y en a qui meurent, bien sûr qu'il y en a qui deviennent plus grands, plus forts que les autres, mais il y a dans cette dynamique une notion de vie permanente. Dans un bouquet de fleurs, il y a donc de l'amour, si on l'offre avec amour, mais il y a toute une vie qui s'est développée à l'intérieur. Et dans une entreprise, on se dit, pour avoir des résultats, il faut que je fouette, il faut que je tue, il faut que je flingue, il faut que je fasse peur. Mais en fait, aujourd'hui, les derniers chiffres que j'ai, il faut que je les revalide, mais on sait que les gens ne donnent pas plus de 30% de leur potentiel. Pourquoi? Parce que ce management du stress, de la peur, fait que les gens, ils sont à minima. Ils sont bridés. Alors, ils sont bridés, mais ils sont bridés par eux-mêmes à cause de leur peur, de leur stress et de leurs angoisses. Et comme ils sont tous coincés par des crédits ou des engagements financiers, les traites de l'auto ou les enfants à nourrir ou les écoles à payer, ce qui est tout à fait normal, je veux dire, eh bien, ce système-là ne convient plus. Donc, ils sont en train
de se tuer à petit feu pour essayer de survivre. Alors qu'il y a des entreprises qui sont en train de changer de modèle, elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a pas mal, bon, notamment 2 en Suisse avec lesquelles je travaille, et qui sont vraiment en train de repenser, de revoir leur modèle, pour l'unique raison, c'est qu'elles ont compris que la ressource humaine, c'est de la créativité, c'est de l'émotion positive. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si j'ai envie d'une voiture ou d'un paquet de lessive, qu'est-ce qui fait que je vais chez l'un ou chez l'autre? Ben, c'est l'échange, c'est la fréquence positive ou négative que je vais vivre avec l'autre individu. Alors quand je mets plein d'individus ensemble et que je les branche tous sur une fréquence négative, eh bien, ce qui se passe, c'est que j'ai un peu une bombe à retardement. Et comme en plus, dans les entreprises, quand les gens sont en train de se faire monter les uns contre les autres et de se diviser les uns contre les autres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de très bonnes relations, qui sont à la limite de bons amis dans le cadre du travail, et subitement, sans qu'ils s'en rendent compte, ils se font manipuler par des managers qui sont en train de les monter les uns contre les autres. Et à partir de ce moment-là, ils ne se rendent même pas compte, ils sont en train de se faire diviser. Alors que la force des gens qui sont à ce niveau-là, c'est de dire, attends, pourquoi je vais me laisser monter et manipuler contre les autres? C'est avec les autres que je dois faire bloc, c'est avec les autres que je dois proposer des idées nouvelles, que je dois obliger mon manager à évoluer, que je dois obliger mon manager à mettre en place de nouvelles stratégies de management. Mais ça ne peut se faire qu'ensemble, que regroupé. Or, la grande stratégie des entreprises dont je parlais tout à l'heure, eh bien, c'est de diviser et de monter les uns contre les autres, et c'est de la casse humaine, avec un coût social qui se répercute sur la société. Donc, on va augmenter les charges sociales, les impôts, parce que ces gens-là cassent de l'humain, mais c'est la société qui paye les frais, ce n'est pas l'entreprise. Alors, c'est drôle que, pour reprendre rapidement ce que tu disais par rapport à les employés qui pouvaient être très bons potes à la base, vont finalement finir par se détester, se haïr, et on va les diviser sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais en fait, ce que tu es en train d'exprimer là, c'est exactement ce qui se passe dans notre société aujourd'hui en dehors de l'entreprise également. Oui, on a confondu individuation avec individualité, avec le fait de diviser les gens et de cette notion d'individualité. En fait, l'individualité, dans le sens de l'individuation, c'est de permettre aux gens d'être ce qu'ils sont. Ce sont tous les travaux de Jung sur l'individuation. Or, les gens, on le voit par exemple, si on prend l'écologie, les gens ne réagiront que le jour où un de leurs enfants aura un cancer dû à des organismes génétiquement modifiés ou à un champ qui a été arrosé de pesticides X ou Y. Et à ce moment-là, ils vont dire c'est dégueulasse et puis ils vont vouloir attaquer le gouvernement, etc., etc. Mais quand avant, tu leur expliques qu'il y a moyen de faire autrement, que les agriculteurs peuvent multiplier par 4 leur richesse en dépensant 2 fois moins, ils te prennent pour un rigolo. Voilà. Et quand dans une entreprise, on te dit, et que j'apprends aux managers en disant, laissez faire vos employés, ils ont des idées, ils sont sur le terrain en permanence, expliquez-leur où vous voulez aller et demandez-leur de produire des idées et de vous proposer une stratégie. Puis après, vous les piloterez, vous les enrichirez. Encore une fois, ce qui importe, c'est d'avoir un cadre avec un objectif et donner une liberté dans ce cadre à chaque individu. Et ça, je le dis aussi bien également pour l'éducation des enfants. Parce que tu vas avoir des parents qui veulent prendre les enfants, fais comme ci, fais comme ça, dis pas ci, fais pas comme ça, etc., etc. Mais en fait, si tu mets juste un cadre, l'enfant connaît ses limites du cadre, et après tu le laisses aller à sa créativité et sa liberté. Sinon, tu sabotes en fait. Et en fait, ce modèle-là est répliqué dans beaucoup de choses, en fait, que ce soit le travail, l'éducation. On est persuadé, que ce soit dans les entreprises, en tous les cas, on va juste rester sur ce modèle-là, on est persuadé que plus on encadre, plus on met des processus, plus on contrôle, et plus il est certain qu'on obtiendra le résultat. Or, c'est complètement faux. Et aujourd'hui, dans le virage où nous sommes sur le plan socio-économique, eh bien, on a besoin d'une énorme créativité pour s'en sortir.
Il faut remettre en cause. Alors, il ne s'agit pas, les gens s'imaginent qu'on va faire la révolution, puis qu'on va tout casser, et puis que, tu sais, c'est mai 68 revu et corrigé, mais il ne faut jamais oublier d'ailleurs que la plupart des meneurs de mai 68 sont aujourd'hui les patrons du 440, donc ils ont un peu oublié ils ont un peu oublié leurs engagements. Mais un peu moins cool. Génétiquement, ils ont quand même transmis quelque chose à leurs enfants. Donc, c'est très important de se dire, le modèle économique repose sur un certain nombre de fondements. On ne peut pas tout casser et repartir à zéro du jour au lendemain. Il y a une période de transition nécessaire. Cette transition, elle peut se faire en douceur. Donc, dans le monde où nous sommes, il faut obtenir un droit à l'expérimentation. Il faut autoriser, il faut dire aux employés, on a besoin de sortir des résultats parce que sinon, l'entreprise ne peut pas payer les salaires et puis ne peut pas payer les fournisseurs. Donc ça, n'importe quel employé aujourd'hui le comprend. Mais laisser les gens qui sont au middle management et au niveau des employés produire des idées, laissez-les s'épanouir, laissez-les... Ils n'ont pas envie d'être patrons, ils n'ont pas envie d'avoir tous les emmerdements d'un patron, ils ont envie d'aller au-delà, ils ont envie de donner du sens à leur boulot, ils ont envie d'exister, ils ont envie d'être reconnus. Mais être reconnu, c'est pas, comme disent certains bouquins de management, leur dire c'est bien, t'as fait bien. Non, non, on est à un autre niveau de reconnaissance. C'est une reconnaissance en termes de conscience, c'est une reconnaissance en termes de créativité, c'est une reconnaissance en termes d'éveil, c'est-à-dire que waouh, j'ai avec moi une équipe qui fournit des idées, j'ai avec moi une équipe qui produit. Waouh, chapeau. Grâce à ça, on a les résultats. Et donc, leur montrer qu'ils ont de la valeur et ça peut les aider à avoir une plus belle estime d'eux-mêmes aussi et une envie de se réaliser soi à travers leur travail également. Complètement. Donc, c'est très important de considérer qu'aujourd'hui, et puis alors là, les patrons n'ont pas du tout intégré, enfin, sauf des gens qui viennent de réaliser, comme Hilton ou le groupe Accor. Mais il y en a plein d'autres, hein. Dans l'automobile aussi, dans plein de domaines, il va y avoir des raz-de-marée. Pourquoi? Parce qu'ils ne se remettent pas en cause. Pourquoi? Parce qu'ils sont énormes, ils pensent qu'ils peuvent faire du chantage à l'emploi avec les gouvernements, qu'ils peuvent faire du chantage aux banques, au niveau financier, etc. Mais en fait, regarde, Airbnb, c'est parti dans un garage. Et en 4 ans, ils vendent plus de nuitées que Hilton. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui a une approche humaniste, celui qui a suffisamment de culture, celui qui a le sens du résultat, celui qui est bien entouré avec une équipe, parce que c'est souvent comme ça, au fond d'un garage, il peut déstabiliser une multinationale. Oui. C'est comme quoi l'importance de l'environnement au travail et de ce qu'on peut apporter aux gens, ça peut, voilà. Oui, regarde, écoute, là dernièrement, j'ai fait faire une application pour mon modèle par quelqu'un qui se trouve à l'île Maurice et ça m'a coûté 300 €. Voilà. Donc, et j'ai des gens qui travaillent sur de la production dans le domaine informatique et qui ont des réseaux sur le monde entier qu'ils ont rodés depuis des années. Ce qui fait que quand un client leur apporte un problème le matin à 8 h, heure de Paris, le lendemain matin à 8 h, compte tenu du décalage horaire et du fait que la Terre est ouverte 24 h sur 24, ils ont réglé le problème. Alors qu'une entreprise statique dans les IT qui n'a pas compris ça, va dire il me faut 3 jours, 4 jours, 5 jours pour régler le problème. Aujourd'hui, par exemple, quand un client me dit qu'il faudrait faire l'inventaire des risques et des opportunités qui s'offrent à nous dans notre domaine d'activité, il y a des cabinets conseils qui disent on va faire une étude et ça va prendre 3 mois, alors qu'il y a des services de renseignement, j'allais dire, aussi bien équipés que la CIA ou le MI6 réunis, qui peuvent en 24 heures me fournir la totalité des informations sur le monde. Grâce, entre autres, à Internet et à tous les réseaux qu'ils ont pu construire. Donc, tout est en train d'être chamboulé. Simplement, tout le monde n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est de pouvoir dire aux employés, alors, soit vous ne pouvez rien faire, tenez bon, parce que de toute façon, ça va bouger,
Oui, il va y avoir du dégât et de la casse humaine. Oui, il y a des gens qui vont se retrouver sur le carreau, mais il va y avoir aussi des nouveaux emplois. Alors, trouvez votre passion. Puis là, c'était bien placé pour aider les gens là-dessus. C'est trouver votre passion. Si ça se trouve, votre passion, c'est une multinationale qui sommeille. Oui, lorsque les gens en fait mettent le doigt sur leur potentiel et qui décident de développer et de prendre en fait la route de leur potentiel, ça donne des choses complètement incroyables auxquelles on n'aurait pas imaginé, quoi. Oui, puis même si ce n'est pas une multinationale, moi j'ai vu des gens qui étaient directeurs financiers d'entreprise se reconvertir dans la menuiserie, être beaucoup plus heureux d'une part, faire des meubles qui leur plaisaient, arriver à se développer une clientèle, et ils me disaient, je gagne beaucoup moins, mais je vis autre chose, je vis autre chose. Voilà. Simplement, comme ils sont dans leur passion, eh ben, ils attirent du monde. Et si on regarde bien l'origine de la plupart des entreprises, hein, avant qu'elles soient confrontées à tous les exercices de style sur le plan fiscal, financier, etc., c'est très souvent un patron passionné qui a monté une entreprise au départ. Et c'est cette passion qui a fait ces choses. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'exprimer sa passion dans les entreprises. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'un chef d'entreprise dans le système dans lequel on est, même s'il s'est lancé au départ par passion et qui garde ce côté humain et passion et émotion, il ne peut pas grossir autant que celui qui ne va plus prendre en compte la passion et le côté humain? Alors, il y a des étapes, si tu veux, dans la croissance d'une entreprise. C'est-à-dire, tant qu'on est une PME et qu'on garde le côté humain et qu'on communique sa passion, l'entreprise se développe. Il arrive un moment, c'est ce que je fais quand je coach certains chefs d'entreprise, de TPE ou de PME, c'est qu'il arrive un moment où l'entreprise atteint une taille, ce que j'appellerais une première taille critique, parce qu'il y a des phases de croissance successives, mais dans la première taille critique, c'est de se dire, est-ce que je reste au niveau des employés à leur insuffler ma passion et à vivre ma passion, et je laisse la partie administrative, fiscale, comptable, qui leur bouffe la tête en fait, à quelqu'un d'autre. Oui, mais j'ai peur parce que c'est mon bébé, c'est ma création, et je voudrais être sûr que... Donc là, il y a un système de gouvernance à mettre en place pour que la personne continue, le chef d'entreprise, le créateur d'entreprise, continue à vivre sa passion. Donc ça, c'est pas très compliqué de mettre un système de gouvernance en place, de telle sorte que l'individu puisse continuer à vivre sa passion et à transmettre sa passion et à partager sa passion avec les employés. Et puis, si tu veux, après, tu as tout le problème de l'ego. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à réussir, à gagner de l'argent, peut-être que tu t'endettes, peut-être que tu es fier, peut-être que tu le montres, peut-être que... et là, parfois, tu vas te mettre en danger. Donc, c'est pas simple de réussir, en fait. C'est pas simple. Oui, parce que tu as beaucoup de paramètres à... Puis après, tu as tous les faux amis qui arrivent, etc. J'ai écouté le comité de Murphy. Donc, c'est vraiment une référence que je donne souvent aux gens, où ça parle des vaches et des rhinocéros. Donc, les vaches, dans le pré des vaches, c'est rester un employé tel qu'on est. Et les rhinocéros, c'est celui qui va avoir le courage de traverser la jungle. Donc, c'est les futurs patrons. Et en fait, il explique que 10% des vaches partent dans le camp des rhinocéros et que 3% arrivent finalement à traverser, quoi, et que 7% retournent au pré par rapport à tout l'environnement, que ce soit familial, l'environnement au niveau de la fiscalité, le contexte, enfin toutes ces choses, quoi, qui peuvent nous décourager en tant qu'entrepreneurs. Tu mets le doigt sur le contexte, en fait, parce que le contexte des employés et le contexte des patrons, tu sais, il y a des patrons, je les plains plus qu'autre chose, hein, surtout pour ceux qui sont en France. Et c'est pas que pour des raisons fiscales, hein, c'est parce qu'il y a aussi, tu le sais très bien, quand tu vas à Paris, j'y étais la semaine dernière, il y a une espèce de chape de plomb, il y a une espèce de niveau de stress qui fait que on en sort épuisé. Bon, parce que toi et moi, on a la chance
de voyager dans différents pays et puis de vivre des choses différentes et de trouver des sources de repos. Mais je plains les employés qui sont obligés de faire 1h30 de transport, des allers-retours, et en plus de vivre au bureau des situations très difficiles. C'est pour ça que vaut mieux y aller avec cette ambition altruiste qui est déjà de dire, groupons-nous entre employés, pas pour... Tu sais, on n'est plus dans gauche-droite, salaud de patron, salaud de syndicat, etc. C'est fini tous ces débats-là, c'est mort, ça ne sert plus à rien. C'est comment ensemble on peut construire quelque chose d'intelligent. Il ne peut pas y avoir d'emploi sans employeur. Donc ça sert à... de très fort, excuse-moi, je te coupe, mais c'est que le peuple reprenne, le peuple, quand je dis le peuple, c'est que les individus reprennent leur pouvoir, quoi, tout simplement, que les gens se disent, mais en fait, c'est pas la personne pour qui je vais voter qui va changer ma vie, c'est moi-même qui vais changer ma vie, entouré des autres dans un lien de co-création, en fait, tout simplement. Oui, mais le point fondamental sur lequel j'insiste, ce qui est très très important, c'est de ne pas se laisser diviser. Oui. De rester focus sur le résultat que nous voulons obtenir. Or, tous les systèmes économiques et politiques, dès qu'il y a un groupe qui commence à se former, on va le diviser. Et les gens se font avoir à chaque fois. Parce que c'est, tu sais, je prends souvent l'exemple de la pyramide et du cercle. Alors, je sais que les gens qui me connaissent, ils connaissent justement cette métaphore, mais dans la pyramide, en fait, on veut pas, en fait, on a peur de perdre notre place de premier. Donc, du coup, on va trouver toutes les stratégies possibles et inimaginables pour que personne ne monte, en fait. Ou du moins que chacun reste à sa place. Et du coup, on va utiliser ces stratégies de division pour que, en fait, on va dire que les gens vont rester au niveau bas et ils vont déjà créer un conflit entre eux, ce qui fait qu'ils carrément ils vont perdre l'objectif de monter, quoi. Donc voilà, ils sont amusés, on va dire. Alors que dans le système justement du nouveau paradigme, donc je parlais ici de nouveau monde, on a ce fameux leader, donc le leader être soi. Donc tu es leader, je suis leader, tous les gens sont des leaders dès qu'ils sont d'accord pour à s'affirmer eux-mêmes et accoucher d'eux-mêmes. Et dans ce côté leader, le leader, lui, va être au milieu du cercle, en fait, au milieu, au centre, et il aura attiré naturellement vers lui des personnes bienveillantes qui auront tout simplement envie d'échanger avec lui et qui va amener lui-même à ce que ces personnes deviennent les leaders de leur propre cercle. Et c'est comme ça, en fait, que ça va se répandre. Pour moi, je le vois en co-création et chacun s'entraide, en fait. De toute façon, un leader, on ne décide pas d'être leader. Ce sont les autres qui nous reconnaissent en tant que leader. Ça, c'est le premier point fondamental. Et on est reconnu leader à partir du moment où on nourrit les autres. Mais quand je dis on les nourrit, pas matériellement. C'est-à-dire qu'on les nourrit spirituellement, on les inspire, on les fait se développer, on les fait grandir, on leur donne de l'espoir, on leur donne de la motivation, mais pas de façon manipulatoire, de façon réelle et fondée, avec congruence entre le discours, les comportements, etc. Donc, c'est tout un travail d'être un bon leader. Bien sûr, en fait, c'est un travail, mais tu vois, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'un bon leader va attirer à lui des personnes qui vont être attirées par lui naturellement, d'accord, vont se sentir attirées. Et chacune de ces personnes, si le leader est à sa place et qu'il fait justement, qu'il inspire les autres, il aide automatiquement ces personnes à devenir eux-mêmes des leaders, en fait. Donc, Alors, on peut tous appliquer ce système, d'abord pour soi, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses collatéraux au travail, pour tous les autres employés. Si j'aide ceux qui sont au même niveau que moi à réussir dans leur travail et que eux aussi m'aident, mais que ça veut dire que on est dans un discours de vérité, on va échanger et on va exprimer qu'on est ensemble autour d'un objectif commun et qu'on va réussir ensemble. Mais ce n'est pas un mot, ce sont des actes. Et puis, même si le patron essaye de nous diviser, si on a un petit con de chef qui essaye de nous flinguer les uns après les autres, on reste groupé quoi qu'il advienne. Et c'est cette force-là, c'est le fait de rester groupé, d'être indivisible. Alors, il y a du travail quand même par rapport à, je parle à la culture française, quoi.
Oh, il n'y a pas que la culture française, Céline. Dès que tu as des humains avec un qui est au-dessus de la mêlée et qui a une intelligence moyenne, un gros ego, 2 neurones à peine connectés et qui joue les petits chefs et qui à peine il est en poste, il va se payer la voiture, il va s'acheter des costumes et il va vouloir montrer que c'est lui le chef, tu sais que c'est foutu. Alors c'est à ce moment-là que les employés doivent dire, ok, lui il est là, ça lui fait plaisir, c'est très bien, mais nous, on reste groupés par rapport aux objectifs que nous avons, qui est de développer l'entreprise pour créer des emplois, pour assurer nos emplois. Et jamais le patron qui se trouve au-dessus du petit chef ne se mettra en travers. Alors oui, et je trouve que pourquoi je parle de la culture française comme ça? Alors tout simplement, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas que les Français, mais c'est vrai qu'on a une culture quand même qui est assez latine, comparée à des Allemands ou des Anglais, qui, eux, je trouve, dans le travail, ont cette notion un peu plus d'objectif en fait. Ce que j'ai retrouvé dans la culture française, c'est que il y a ce côté-là quand même où on est très latin, où on est très dans... On va justement se faire piéger ou se faire avoir dans les jeux de discours d'un tel a dit quelque chose, etc. Tu vois, et les gens vont perdre la notion d'objectif. Tu le vois par rapport au coaching. Quand tu dis je suis coach aux États-Unis ou dans un modèle anglo-saxon, en tout cas à l'époque, c'était tout de suite, ah bah tu vas m'aider à avoir de meilleurs résultats. Ici, c'est bah, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de coaching, tu vois, parce que cette notion d'objectif, elle n'est pas si, je dirais, obvious, comme on dit en anglais, elle n'est pas aussi, comment on dit, aussi présente, omniprésente dans la tête des gens, cette notion d'objectif. Parce que, oui, il y a un double problème qui n'est pas que sur la France, mais il est assez prégnant sur la France, c'est que dans la notion de résultat, les gens ne pensent qu'aux résultats matériels ou financiers. Et les Français ont un problème dans leur rapport à l'argent. Ça, c'est le premier truc. Or, quand on pense coaching au niveau anglo-saxon, pour avoir vécu quand même 18 ans au Canada, c'est qu'effectivement, on se dit un coach, il peut me permettre de m'améliorer. De m'améliorer, d'être une meilleure personne, par exemple. Mais j'ai peut-être des améliorations à faire, pas seulement pour gagner de l'argent, pour être un meilleur père ou pour être en meilleure forme physique. C'est ça, des choses immatérielles pour être meilleur à l'intérieur de moi-même, en fait. Oui, absolument. Donc, c'est cette notion, c'est comme si le français, il avait besoin de recevoir de se flageller pour pouvoir évoluer et comprendre. Bon, mais je trouve que ça change quand même avec la nouvelle génération. Avec la nouvelle génération, ça évolue. Mais il y a cette période de transition qu'il faut faire au niveau des organisations, avec beaucoup de gens qui souffrent à l'heure actuelle dans les organisations. C'est cette transition qu'il faut manager. Et soit on peut s'asseoir avec son manager et dire maintenant, on ne veut plus d'un petit chef, mais on veut d'un coach qui nous fasse évoluer. Et en échange, on va vous garantir les résultats. Mais on veut d'un manager qui soit notre coach et qui nous éveille et qui nous fasse évoluer. Oui, on a envie d'un leader, bien sûr, mais on peut, au départ, on va lui demander d'avoir un comportement de coach et puis ça se terminera certainement en leader s'il fait le truc, mais on ne veut pas d'un petit chef. Est-ce qu'on est capable de tenir ce discours-là ou est-ce on veut encore subir? Parce que les gens sont malheureux, les gens subissent, il y a des dépressions, etc. Et puis quand je discute avec des gens, ils me disent mais tu sais, on ne peut pas discuter dans les entreprises, on ne peut pas s'exprimer. J'allais dire, les gens doivent s'exprimer. Je viens de l'écrire sur mon papier. Les gens doivent s'exprimer. Oui, mais c'est parce qu'ils croient toujours qu'il faut s'exprimer seul. Ils oublient toujours qu'ils sont un groupe et qu'ils ont le droit, une équipe de 15 personnes a le droit de se réunir et puis de se dire voilà ce qu'on attend de notre manager, et puis on va le lui dire tous les 15, mais ça peut être bienveillant, ça peut être pour l'aider dans sa carrière. On peut dire parfaitement à son manager, écoute, nous, on va t'aider dans ta carrière, on va t'aider à évoluer, mais tu vas nous aider à évoluer, et on va te livrer les résultats. Et c'est ce nouveau discours-là qui est nécessaire dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que demain matin, on le sait, on est à la veille de n'importe quelle crise économique, financière. Demain matin, tout peut être bousculé. Si on n'est pas unis en disant
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour sauver les meubles? Eh bien, on va se retrouver dans l'ancien système qui est de dire, on est en crise, il faut en virer 20%, et donc on va vous monter les uns contre les autres, et les meilleurs survivront. Et donc, on va perdre 20% de gens qui ont peut-être des idées, qui ont des potentialités pour l'entreprise, parce que très souvent, bien, on va dire que la sélection au départ n'est pas forcément très rationnelle. Ouais. Oui, vas-y. Quand tu as dit on peut faire une transition en douceur, alors le mot que j'aurais à dire sur la transition en douceur, effectivement, on peut la faire si les personnes vont vers cette transition et s'ils ne forcent pas à rester comme ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, la transition sera difficile et douloureuse. Oui. C'est-à-dire qu'il faut se laisser aller. C'est ça que je voulais donner comme conseil. C'est que tout est en changement, tout est en train d'évoluer, justement. Et donc, ça ne sert à rien de se buter sur les choses que vous faites depuis des années, parce qu'il faut évoluer et il faut aller dans ce mouvement et laisser de la légèreté et de la fluidité dans cette transition. Toute personne qui va résister aura mal, je pense. Ouais, alors ça, je pense que c'est beaucoup plus prégnant en France parce que c'est quand même le pays de Descartes et il faut avoir raison. Et il y a quand même énormément de... Alors, je ne sais pas si c'est Descartes, hein, mais la logique de la raison, c'est cette espèce de chose qui existe en France, et je le vois, où les gens veulent démontrer qu'ils savent et veulent démontrer qu'ils ont raison. Or, dans le nouveau monde, on n'a plus besoin vraiment de savoir, puisque le savoir est accessible sur Internet 24 heures sur 24. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin d'avoir raison. On a besoin d'avoir des résultats. Et les résultats, on n'a pas vraiment besoin. On a besoin d'avoir des résultats matériels et émotionnels. Je prends l'exemple souvent du gars qui a réussi financièrement, qui va s'acheter une Lamborghini. Il monte dans sa Lamborghini et il veut être vu par tout le monde. Et ce jour-là, il n'y a plus personne dans les rues. Et alors là, il a une frustration énorme parce qu'il a mis, je ne sais pas combien ça coûte, une Lamborghini, 400 000 € je pense minimum. Il a mis peut-être 1 million d'euros pour se faire voir, mais personne ne le regarde. Et dans le nouveau monde, c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'on va regarder les gens qui ont des émotions positives, qui ont une force d'attraction, qui ont un niveau culturel avec lequel on peut échanger et on peut s'enrichir culturellement, qui ont un niveau de bienveillance et d'ouverture et d'empathie. C'est ça qui est en train de se passer. Et le gars qui va arriver avec sa Lamborghini à 1 million d'euros, on n'en aura rien à foutre. Et il aura l'air ridicule. Alors pourquoi on achètera une Lamborghini? Parce qu'il y en aura toujours qui l'achèteront. Mais ils l'achèteront parce que c'est une histoire, parce que c'est une mécanique, parce que c'est de la technologie, parce qu'il y a une émotion dans cette relation au produit. Mais ils ne l'achèteront plus pour frimer. Et c'est ça qui est en train de se passer dans le nouveau monde. C'est pour ça que les employés, les émotions, la créativité des individus sont extrêmement importants à conserver, à développer, parce que là-dedans, il y a une richesse extraordinaire pour les entreprises. Bien sûr. Qu'ils n'utilisent pas aujourd'hui. T'imagines? Elle est en friche, et puis tu as des gens qui dépérissent en permanence. Alors, moi, juste pour la petite histoire, donc j'ai grandi professionnellement dans cette boîte américaine. Et en fait, j'avais l'impression, même si les gens de l'extérieur me disaient oh, mais c'est génial, ils ont une grande ouverture d'esprit. Tu vois, déjà, il y avait un côté déco des locaux où tu avais une grande carte du monde. On avait des coins relax pour jouer si on voulait. Tu vois, il y a ce côté-là. Après, il y a aussi un comportement managérial derrière. Oui. Tout n'est pas le monde des bisounours, mais au moins, ça permettait aux gens de se sentir un peu plus eux-mêmes et de décorer les choses. Il y avait énormément d'échanges, de partage. On avait des add-to training, donc c'était
des formations de chacun des départements à 14 heures, tu vois, pour ceux qui s'intéressent à d'autres départements dans la société. Enfin, il y avait vraiment cet échange, en fait, d'informations entre les départements, cette culture, le groupe, quoi. Et moi, ils m'ont vraiment impressionnée parce qu'il y avait cette écoute, il y avait le retour des employés. Enfin, c'était vraiment comme une famille, tu vois. Et il y avait beaucoup de choses où on avait le droit d'expression et il y avait du fun. C'est-à-dire, c'est vraiment work hard, play hard. Donc, travaille dur, mais amuse-toi autant que tu travailles dur. Et c'est vrai que j'ai grandi professionnellement donc, dans cet état d'esprit, cette culture, pendant 7 ans. Et je pensais que le monde était ainsi, en fait. Et sincèrement, quand j'ai eu d'autres expériences dans une autre entreprise, mais j'ai eu une déception comme lorsqu'on me dit que le Père Noël n'existait pas, quoi. Ça a été trop brutal pour moi, trop choquant. Bien sûr qu'il y a des jeux peut-être stratégiques également au niveau d'une hiérarchie, au niveau de la DRH dans ce type d'entreprise. Mais il y avait quand même des lettres de reconnaissance quand tu étais promu, tu étais mis en avant, tu étais respecté pour qui tu étais, une communication mais génialissime à chaque trimestre, les résultats de la société, là où on va, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, comment on va aider ces gens qui ne sont pas arrivés à leurs objectifs dans tel département. Enfin, il y avait vraiment cette notion quelque part de cœur et de partage, quoi. C'était très fort. Et je pensais que le monde était ainsi, en fait. Ouais. Eh ben non. Ah ben, je l'ai vu après. Oui. Mais il y a des entreprises qui ont bien compris le système et il y a des entreprises qui marchent très bien. J'en vois notamment, et pour ça les Suisses sont très forts en la matière. Ils ont cette capacité à se mettre autour de la table et à dire bon, comment on fait pour sauver l'entreprise si on a un problème, notamment quand le franc suisse a été réévalué. Mais de faire appel aussi à tous les employés en disant voilà la situation, voilà les conséquences. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, il y a des tas de gens qui s'expriment parce qu'ils disent, ben moi j'ai une idée, mais je n'en avais pas encore parlé parce que c'était pas le moment, ou etc. Et subitement, il se passe des choses. Et quand j'ai raconté ça lors d'une conférence en France, mais quasiment d'un seul corps, l'ensemble des Français ont dit, ah oui, mais chez nous, c'est pas possible. Pour quelle raison? Mais c'était des patrons que j'avais dans la salle et qui partent du principe que chez nous, c'est pas possible, alors qu'on n'a même pas essayé. Et pourtant, je reviens sur la culture française, ce que je pouvais voir en étant en Angleterre, entourée d'Allemands, d'Anglais et une vingtaine de cultures, c'est que justement, les Français étaient ceux qui s'exprimaient le plus sur le côté outside the box, c'est-à-dire en dehors de ce qu'on avait prévu et qui avaient une grande créativité, tu vois. J'ai l'impression que quand ils sont en France, compte tenu, j'allais dire, de la chape de plomb administrative, de la réglementation tout azimut qui existe dans tous les sens, où maintenant, pour changer une ampoule, il faut un escabeau et 2 personnes qui tiennent l'escabeau. Il y a des trucs hallucinants, je veux dire. Et je pense que de ce fait, le français n'est, je pense, pas forcément un entrepreneur, mais c'est un créateur, c'est clair. Énormément de superbes inventions sont faites en France. Ouais. Et elles sont mal exploitées, elles partent à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu cette espèce de chape de plomb. Et c'est ça dont il faut sortir, dont la France doit se sortir. C'est de dire, on est capable, on n'est pas plus con que les autres, alors laissez-nous faire. C'est ce que j'appelle le droit à l'expérimentation. Parce que Michel Serres le dit très bien dans ses ouvrages, notamment Petite Poussette, c'est que nous sommes dans une période qui est à peu près l'équivalent de la Renaissance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de lois qui bloquent le système et il y a des lois qui n'existent pas par rapport à ce qui est en train d'arriver. Alors, laissons faire les choses, c'est-à-dire laissons faire des choses qui sont, entre guillemets, hors la loi, à partir du moment où ça ne met pas du monde en danger, où ça ne met pas l'État en danger, laissez faire les choses hors la loi, laissez ce droit à l'expérimentation. Il suffit que les gens disent, on va faire autrement, on vous explique comment, on dépose le dossier,
et puis venez vérifier tous les 6 mois comment on va, et on va vous faire un rapport, ce qui nous permettra d'aider les politiciens qui veulent garder le pouvoir à toute force, de créer des nouvelles lois, mais surtout de rayer et d'effacer les anciennes qui bloquent le système. Et là, on a une transition qui est possible. Exactement. Mais pour ça, il faut, c'est ce que j'appelle l'ambition altruiste et la culture, c'est-à-dire, et les valeurs humanistes, c'est mes 3 éléments fondamentaux d'évolution, à savoir que si j'ai cette ambition altruiste d'arriver dans le nouveau monde et d'emmener le maximum de gens sans casse sociale, il me faut un droit à l'expérimentation. Encadré, mais un droit à l'expérimentation. Mais pour ça, ça peut se faire que si je développe une culture, si j'enrichis les gens, si j'explique, si je transmets toute cette expérience, le pourquoi et le comment, dans un cadre avec des valeurs humanistes tout à fait respectueuses. Et là, on a des clés pour transformer les choses sans casse sociale et sans casse économique. Exactement. Mais il faut accepter que les anciennes lois ne sont plus utiles. Écoute, moi, il y a 30 ans de ça, et je pense que la loi n'a pas été abrogée, j'avais un de mes très bons amis qui avait quelques années de plus que moi, il avait l'âge d'être mon père, qui était un des grands fiscalistes sur la place de Paris, et qui avait fait tout un recensement des lois inutiles. Il y avait normalement des trucs comme quelqu'un, alors je te parle de ça, donc il y a 30 ans, c'était 1980, quelqu'un qui fabriquait des éponges métalliques en Auvergne avait le droit à un abattement de 30%. Comme si en 1980, on allait... Enfin, voilà. Le code, par exemple, en matière de fiscalité, c'est bourré de choses de ce genre. Est-ce qu'un jour, il y a un seul homme politique qui a dit on va nettoyer tout ça? Voilà. Et ça fait partie d'une démarche, parce que psychologiquement, le fait d'exprimer qu'on va nettoyer tout ça, on va aussi changer de posture et alléger l'état d'esprit des gens. Mais complètement, et puis alléger l'état d'esprit des gens, alléger un système, donc alléger, quoi qu'il arrive, le global, quoi. Dès que tu vois, parce qu'on est un tout, oui. Donc on va bien sûr nous... Parce que je pense qu'il y aura des pays, notamment des pays émergents, qui vont comprendre ça et qui vont adapter leur législation et qui vont capter de ce fait tous les jeunes et les entrepreneurs qui ont envie d'avancer à la vitesse du 4.0. Oui, voilà, ouais. C'est exactement, je pense qu'il nous faut, en fait, aujourd'hui, on va encore les entendre pendant des jours, des semaines, des mois, pour les élections, nos politiciens, etc. Mais franchement, enfin, il nous faut des, on a besoin de nouvelles personnes, quoi. On a besoin de gens qui n'ont pas été conditionnés comme eux l'ont été dans ce qu'ils ont, dans les courants politiques, quoi. Il faut vraiment trouver des gens en dehors de ce conditionnement, parce que tu vas abaisser, ils ont le même conditionnement, donc ils ont les mêmes idées à la finale. Absolument. Alors, ça ne se passera pas dans nos pays, ce sera sur des pays, je suis intimement persuadé qu'il y aura un jour ce que j'appellerais un dictateur éclairé, c'est-à-dire quelqu'un qui tient le pays, mais qui en même temps va ouvrir toutes ces possibilités-là. Ce qui fait que les jeunes et les gens qui ont compris ce qu'était le nouveau monde partiront dans ce pays. Regarde l'histoire, hein, regarde. Si tu regardes la Grèce, la Grèce a été extrêmement brillante, elle s'est écroulée. Rome a été extrêmement brillant, ça s'est écroulé. L'Éthiopie a été extrêmement brillante, ça s'est écroulé. L'Égypte, et à chaque fois pour les mêmes raisons. Et nous sommes exactement dans ces mêmes raisons aujourd'hui, avec des gens qui veulent conserver le pouvoir et l'argent, et ça va s'écrouler. Parce que de toute façon, ils peuvent conserver ce qu'ils veulent. Si demain, M. Poutine décide que toutes les entreprises nouvelles qui s'installent peuvent parler en français, en anglais, en allemand, qu'elles seront taxées à 10%, qu'il y a un débit Internet 3 fois supérieur à la moyenne, qu'ils auront accès à toutes les recherches et développements que la Russie est en train de faire, il va attirer toutes les sociétés et tous les meilleurs. Ah, c'est clair. Tous les gens qui ont compris, c'est ça la solution, quoi. C'est et la nouvelle guerre, c'est là qu'elle se trouve. Elle ne se trouve pas là avec des armes. Ils peuvent tuer des millions de gens en faisant la guerre. Celui qui veut gagner la partie aujourd'hui, il faut qu'il ouvre ses portes et qu'il fasse venir les meilleurs candidats du monde entier. Et là, à ce moment-là, les autres pays vont se vider et ils s'écrouleront. Puis à ce moment-là, ils pourront prendre modèle sur celui qui a créé quelque chose de nouveau et se rebâtir et se reconstruire. Mais regarde, l'Égypte ne s'est jamais reconstruit, Rome non plus, la Grèce non plus, l'Éthiopie non plus, parce que ça s'est déplacé à chaque fois. Et c'est ça qui va se passer
C'est parce que je suis persuadé qu'il y a des hommes intelligents qui sont Que en train de préparer ça. Donc, c'est vrai qu'il faut revenir à l'idée que l'homme a été nomade à une époque et que peut-être on va être obligé de prendre sa famille sous le bras et puis de partir dans ce qu'on appelle un monde meilleur. Tu sais, après la guerre de 14, les gens, il y a eu énormément d'exode vers les États-Unis parce que c'était la terre nouvelle, parce qu'il y avait une promesse, parce que, etc., etc. C'est grâce à quoi les États-Unis se sont construits et sont devenus extrêmement puissants. Mais ils n'ont pas compris, à force d'écraser le monde, que ça pouvait aussi se retourner contre eux. C'est parce que nous sommes dans un autre monde et que les gens ne veulent plus de violence, ils ne veulent plus de vengeance, ils ne veulent plus de destruction. Alors, les gens sont réalistes, hein, on ne rentre pas dans le monde des bisounours. Simplement, ils ne veulent pas se lever le matin en se disant « je vais peut-être prendre une bombe sur la tête ou peut-être que mes enfants ne survivront pas ». Et ça, la nouvelle génération ne veut pas de ça. Donc, elle ira dans un pays qui lui offre autre chose. Exactement. Mais il y a aussi le côté de créer sa liberté, tu vois, avec des nouvelles méthodes aujourd'hui, où oui, clairement, des méthodes de travail, moi, je suis une des premières justement à vouloir mettre ça en place. Mais tu allais dire, oui, 9 sur 10. Non, non, non. Je disais, ce que j'allais dire, c'est que notre liberté dépend des exercices que nous faisons chaque jour, en termes de culture, en termes de valeurs, en termes d'ambition altruiste, en termes, sur le plan même spirituel pour certains, parce qu'il y a quand même un retour, non pas à l'église, mais à la spiritualité, sous différentes formes. Et qu'importe, à partir du moment où l'individu est libre de rentrer ou de sortir et de vivre sa spiritualité. Donc, je pense que il y a une chose que nous n'avons jamais apprise, c'est à développer nos potentiels cérébraux. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis 20 ans maintenant, même plus, 25 ans, notamment avec un de mes amis neurologues, Philippe Laurent, où vraiment on fait sans arrêt, des formations qui durent un week-end, on est allongé, on utilise l'hypnose ericksonienne, puis on a mis au point plein d'autres méthodes. Il faut que les gens apprennent à développer leurs potentiels cérébraux. Il faut que les gens apprennent, et j'insiste d'autant plus là-dessus, c'est que beaucoup de gens, quand ils ont des émotions, ils vont courir, ils vont faire du sport, ils vont se défouler, mais ils n'ont pas exprimé leurs émotions. Okay. Donc ils ont calmé la machine, calmé le hamster, mais c'est pas sorti de façon créative. Or, et puis il y a un autre truc aussi qui m'avait un peu choqué quand j'étais au Canada, c'est que un handicapé dans un fauteuil, lui, il ne peut pas aller courir pour aller défouler son émotion. Mais il a le droit de développer son potentiel cérébral. Et ce que nous avons au niveau de nos potentialités cérébrales, on le sait aujourd'hui par la neurologie, la plastique neuronale, la physique quantique, on a des compétences et des capacités extraordinaires que l'on peut développer. C'est là que ça se passe. Donc, on peut avoir 50 kilos de trop, on peut être né dans un milieu extrêmement pauvre, avoir une culture quasiment nulle, et ça n'empêche qu'on a accès à ça et qu'on peut arriver à un niveau supérieur et se donner la chance de comprendre les effets, les interactions. Et donc ça, c'est un travail pour pouvoir faire bouger le monde et évoluer. Bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. Il faut juste que l'humain se reconnecte à ce qu'il est à la base, qu'on ne lui a pas dit en fait. Oui, absolument, on ne lui a pas dit. Mais tu sais, il y a des patrons qui commencent à faire de la méditation et qui se rendent compte que grâce à ça, ils sont plus en forme, plus calmes, moins hypersensibles à différentes choses. Alors, ils hésitent, ils se disent, ouais, si je fais ça dans l'entreprise, tu te rends compte, c'est 120 personnes qui vont faire chacun 1 heure de méditation, ça fait 120 heures par jour que je perds. Mais combien tu vas gagner derrière? C'est toujours la même chose. Voilà. Donc, mais il y a des patrons qui commencent à intégrer ça. Et il y a des entreprises qui vont créer de belles surprises, je pense, dans les 4-5 ans, grâce à cette approche où on autorise les gens à faire un quart d'heure de méditation, à se réunir en créativité, à travailler sur la notion de culture générale pour enrichir culturellement ses employés. Pas forcément sur des sujets qui ont rapport avec l'entreprise. Simplement pour leur expliquer comment le monde évolue, comment ça bouge, etc.
de la nouvelle énergie, quoi. Il crée de la nouvelle énergie. Oui, absolument. En faisant ça. Donc, créer de la nouvelle énergie dans l'être, ça va forcément leur donner des meilleurs résultats, en fait. C'est clair. Et sache, alors il y a des entreprises toutes jeunes dans le 2.0 qui oublient cette partie-là. Et à la vitesse où ça se développe, elles risquent de disparaître. Donc il y a des nouveaux concurrents qui vont leur piquer le marché. Donc elles ont grossi très vite, mais elles peuvent chuter très vite aussi. Et puis, il y a des monstres, et je pense beaucoup au domaine de la banque et de l'assurance, qui sont en grand danger à l'heure actuelle, parce que 90% de leurs employés, ce sont des esclaves qui n'apportent pas d'idées, qui exécutent des tâches qui demain peuvent être remplacées par des machines. Sauf que il y aura peut-être un jour un 11 septembre du numérique, et ce jour-là, on aura besoin d'avoir des gens extrêmement performants, extrêmement créatifs, extrêmement réactifs. Et là, les gens qui auront été chassés du système, je ne suis pas sûr qu'ils viendront les dépanner. Ouais, peut-être pas. Non, clairement. Donc, voilà, je pense qu'on est dans un virage là, fabuleux, entre autres grâce au digital, qui fait complètement changer les repères, les marchés, les réflexes, les produits, la relation clientèle. Tout est en train d'être chamboulé. Et il y a des gens qui disent, il suffit d'être pas cher, on a une marque solide, mais on sait très bien, aujourd'hui, une marque, en 10 minutes, elle peut être morte. Demain matin, n'importe quelle entreprise qui vend sur Internet, s'il se fait hacker son système et que ça se sait dans la presse, plus personne n'achète dans l'entreprise, elle est morte. Enfin, il y a plein d'effets. Ouais, ça tient à un fil, quoi. Ça tient à plus grand-chose, en fait. Ouais, tout tient, tout tient à l'émotion positive que l'on construit en interne comme en externe. Et la vibration. Oui, parce que si ta vibration est positive avec tes clients, ils viendront te soutenir. Si ta vibration est positive avec tes employés, ils viendront te donner un coup de main, même si ça va mal. Exactement. Donc, ça tient à ça aujourd'hui. On revient sur les valeurs humaines, l'émotion, la vibration. Et, ça devient la clé. Et encore une fois, la base de ce qu'est l'être humain, quoi. On nous a fait croire autre chose, moi, je trouve. En fait, il faut revenir à un truc très simple qui existe dans la nature, ça s'appelle la symbiose. Ouais. C'est tout. Ce sont deux espèces hétérospécifiques qui s'entraident pour un bénéfice mutuel et réciproque. Voilà. Maintenant, regardez si dans les entreprises, deux espèces hétérospécifiques, on va dire le marketing et la finance, qui s'entraident pour un bénéfice mutuel et réciproque. Voilà. T'es passé en entreprise, moi aussi. C'est souvent les débats, genre, je vais encore voir lui, il va me dire ça, mais il ne comprend pas ma vision. C'est fou, quoi. Tu peux travailler dans la même société et être en conflit, alors que les objectifs restent les mêmes. Pardon, c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est lui qui va tourner la couverture vers lui, quoi. Ouais. Alors, il est 22h22, enfin 21h. Ça fait un petit moment qu'on échange. Il nous reste quelques minutes parce qu'on va clôturer cette émission. Je pense que les gens auront remarqué ce soir que je suis calme, plus calme que d'habitude. C'est un sujet posé. Au moins, je t'ai laissé aussi beaucoup de place pour t'exprimer. D'habitude, je suis un peu plus... mais bon, de ma passion, j'ai beaucoup travaillé et du coup, là, faut que j'aille me reposer un petit peu et aller près de la mer. Chacun, on peut parfois... La source, chacun sa course et parfois on s'emballe dans nos passions et on ne voit pas les heures défiler. On se rend compte que, il ne va pas me rester beaucoup de temps pour dormir. En tout cas, le message que je voulais passer, c'est prenez soin de vous aussi dans tout ce que vous faites. Et même si vous êtes passionné, vous faites les choses avec le cœur, il y a vraiment, je pense, il faut vraiment à chaque fois, chaque jour, checker, vérifier son énergie et voir ce qu'on est capable de faire avec notre énergie du moment, dans le moment, quoi. Et éviter de se mettre une pression qui ne sert à rien. Même en tant qu'entrepreneur aujourd'hui et depuis des années, je vois que parfois j'ai des vieux schémas qui reviennent, tu vois, où je vais avoir une amie qui me dit,
mais Céline, tu te mets la pression comme si tu étais en entreprise, comme si tu avais un boss au-dessus de toi, quoi. Et je dis, ah oui, c'est vrai. En fait, et c'est fou ce conditionnement. Pourtant, je sais pas, voilà, il y a des gens qui ont travaillé le double de moi ou le triple de ce que j'ai pu faire moi en entreprise. Et je me dis, mais quand même, comment je suis imprégnée de ce mécanisme, malgré toute cette ouverture de conscience que j'ai à côté, quoi. C'est des schémas qui nous rattrapent. Ouais, ce sont des schémas qui nous rattrapent. Moi, je dirais, trouvez votre ambition altruiste, développez votre culture, ne lâchez pas sur vos valeurs humanistes et vous allez voir que c'est vrai que l'ambition altruiste, quand ça nous permet de savoir pourquoi on se lève le matin, ça nous permet d'être fiers de nous, ça nous permet de changer de posture, ça nous permet de croire en nous. C'est vraiment un outil systémique qui permet un développement personnel. Et n'ayez pas honte d'être ambitieux en intégrant l'autre. Exactement, exactement. Oui, parce que l'autre, de toute façon, comme je le dis souvent, il ne peut pas prendre votre place. Parce que vous êtes unique, vous avez une âme, vous avez une mission d'incarnation, vous avez votre propre réalité qui ne sera jamais la réalité de quelqu'un d'autre, puisque jamais personne n'aura vécu exactement ce que vous avez vécu, grandi ou voilà, être entouré ou être à l'école ou avoir fait les expériences que vous avez faites. Donc chacun a sa place, quoi. Et de collaborer, ça peut que vous emmener plus loin, plus haut ensemble, quoi, comme tu l'as si bien dit. Ok, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on termine cette émission? Non, n'hésitez pas à vous occuper de vous. N'ayez pas peur d'évoluer. Et puis alors, faites évoluer vos managers. Parce qu'en fait, ils en ont besoin. Ce sont des gens qui vivent dans la peur. Peur de perdre leur poste, peur de ne pas avoir les résultats, peur d'être déconsidéré, plein de peurs. Peur de ne pas payer les écoles, peur de ne pas payer la voiture, peur de ne pas payer les traites, peur de ne pas plaire à son conjoint, peur. Ce sont des gens qui sont dans... Alors, aidez-les à évoluer, aidez-les à ne pas avoir peur, et puis c'est vous qui allez devenir les leaders de vos managers. Exactement. Ok, bah merci beaucoup Didier. Merci Céline. On refera peut-être une petite émission parce que je suis sûre que tu auras encore plein de choses à dire. Ouais, j'ai du stock. Je pense, ouais. Tu vois, cette émission, donc ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé, malgré les petites difficultés du début. En tous les cas, c'était sympa, chaleureux, sympathique de t'avoir. Merci beaucoup, merci à toi. Et on refera quelque chose rapidement puisque on a encore plein de choses à échanger sur le sujet. Je t'embrasse très très fort. Moi aussi. Et je te dis à très bientôt. Bonne nuit à tout le monde. Je vais te dire bonne nuit sur le chat. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Et je vous dis à mardi, une nouvelle émission Transcendance. Voilà. Je vous embrasse et dormez bien. Ciao. Ciao. Bye bye. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high-definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over 1,000 shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.